On comprend de ce que vous dites en ce moment que donc c'est le 6 juin 1944 que tout le monde descend des collines. Ah ben là, elle se révèle. Et voilà. La résistance se dévoile. Alors, ça a dû vous faire un drôle de choc, je me mets à votre place. Mais parce que, au fond, vous-même, vous n'en saviez pas davantage que les autres. Brutalement, vous avez par exemple dû vous retrouver au Champ de Mars, là-bas, avec des tas de gars découvrant la force que vous étiez, au fond. Parce que jusque-là, vous ne saviez pas. Mais non, on était des petits, nous, oui. Encore. Mais vous avez dû découvrir que vous étiez 50 ou 100. Ah, mais on croyait que c'était fini. Le 6 juin, c'était le débarquement. Pour nous, on nous aurait dit la guerre est finie. On l'aurait cru, je sais pas le mot. Enfin bref, vous voyez, on avait vraiment... On dit, là, ça va chier, là. C'était, on rendez compte, en pleine... Les Allemands étant là, on prend des flingues. Parce que vous vous rendez compte. Et alors, deuxièmement, à partir de là, donc vous savez qu'il y a une pression qui vient de Normandie avec le début des arrivées des Alliés, mais enfin, on en est quand même extrêmement loin à ce moment-là. Est-ce que, pour le coup, à partir de ce moment-là, ça se structure un peu de façon militaire? Bien sûr. Au mois de juin, la date, je l'ai, bien sûr. On est armé. Théoriquement, on est régi par les mêmes lois que l'armée. Ah bon? Ah mais oui, et chose qu'on touche des soldats. Non. Si, on va toucher des soldes, mais bien sûr. Ah bon? Moi j'ai des papiers, hein. Mais alors, a posteriori, évidemment. Ah ben bien sûr. Mais au Vercors, dans le Vercors, on a touché notre tabac et le solde. Ah bon? Alors il y avait... de l'argent qui était parachuté par les Britanniques? Oui, ben bien sûr. Alors, et puis il y avait des gens qui payaient, hein, des grosses sommes, qui donnaient des sommes et tout. Hein. Il y avait, le 6 juin, ça s'est révélé vachement important. Hein. Là, c'était plus de la plaisanterie, il y avait vraiment de la résistance. Et puis alors, il y avait des politiques qui s'en sont mêlés. Je ne citerai pas de parti, je dirais simplement que c'est exact. Ils ont payé de leur personne, ils ont failli mourir, ils ont joué leur vie, mais ils ont su après tirer les barons du feu. Hein. Mais par contre, je dois dire, chapeau. Alors tout ça a été organisé quand même. Hein. Mais ça veut dire, attendez, je vous interromps, ça veut dire que par exemple, pour être très matériel, réunir de l'argent pour financer la résistance auprès de gens qui avaient de l'argent, etc., bon, ça supposait qu'en réalité, cette organisation était antérieure aussi. Oui, mais c'était l'organisation civile. Nous, on n'avait rien à voir là-dedans. Ah, bien sûr. Nous, on était là, à plus forte raison, les jeunes, les types de bon âge, on était la troupe. Et puis après, il y avait les militaires, les officiers militaires qui nous commandaient. Enfin, ce n'étaient pas des officiers, ils ne sont pas venus. Mais les gens qui nous commandaient. Et puis alors, au-dessus, il y avait un état-major militaire, et puis il y avait les civils, toute la politique. À ce moment-là, il y avait de l'argent, vous comprenez, et puis il y a de l'argent qui a été parachuté. Non. Et lorsque vous parlez de la politique, alors on a tous lu des livres s'agissant de la politique au niveau du sommet de la résistance, mais est-ce que à l'échelle de notre petite région, là, il y a aussi de la politique? Oui, la plus forte raison au niveau local. Nous, on saura qu'après la guerre, il y a eu quand même pas des camps, des compagnies de droite, super patriotes. Nous, par exemple, pour prendre Cré, on le connaît. Tous les gars qu'on supposait de droite, ils ne sont pas pour nous. Alors il y a quelques compagnies où ils vont y aller un petit peu, mais enfin pas beaucoup. Il y a une compagnie où on va trouver des fils de commerçants, etc. Alors que nous, je vous répète, on va avoir les voyous, on va avoir les... je suis méchant de dire ça, mais... Les gros durs. On va avoir, oui, on va avoir des ouvriers, on va avoir des gens marqués politiquement un petit peu, là le peuple. C'est ça. Et alors, bon, d'autre part, j'imagine que pour vous, qui étiez dans la résistance, mais pas encore de façon trop... ah ben si, on y est quand même. Oui, mais il y a dû y avoir un basculement entre le moment... Ah oui. Où, bon, on était discret, mais enfin... et puis le moment où il a fallu... mais c'est simple, comme vous dites. Le 6 juin, quand je suis allé manger, moi, à 12h30,
j'avais un fusil en bandoulière, et puis on se baladait le flingue. Là, c'était le 6 juin, ça a été... Tout le monde avait... Enfin, tout le monde. On avait des fusils hein, dans la rue, la poste était prise, la gendarmerie était prise, la ville était complètement insurgée. Alors, pendant ce temps-là, il y a la compagnie Pleine Truc, par exemple, qui, elle, devait se réunir à la place des Moulins. Elle s'est réunie, qui fait quoi, ils sont allés à leur camp qui était prévu, parce que c'était recherché, tout ça, et ont attendu leur parachutage du lendemain. C'est arrivé le lendemain, alors que nous, étant réseau anglais, nos parachutages étaient, je ne sais depuis combien de temps, il y en avait déjà une dizaine qui avaient été faits, et les armes étaient déjà dans les fermes, partout. Et le 6 juin, les types sont arrivés en char à banc, ou en camion, ou en voiture, pour mettre d'ailleurs j'ai un dessin où on voit les caisses des armes tu es là, un fusil, tu es là, un fusil, tu es là, ah ben salut, tiens, voilà. Moi, je suis envoyé, je me suis retrouvé avec deux très bons amis, que j'ai toujours. Je pense me connaisser, moi je ne le connaissais pas, mais lui me connaissait. J'ai été envoyé au cimetière. Le cimetière, c'était le point avancé. Venant de Valence, c'était le premier poste. Les Allemands, pour la première fois, se heurtaient à un mur, parce que c'était la première fois aussi, accueillis par des fusils, par des mitrailleuses, et puis... ils ne savaient pas très bien ce que c'était. Car dès le 6 juin, il y a des Allemands qui entrent en contact avec vous et ça bat. Les Allemands sont rentrés à 1h30 venant de Valence. Ils sont arrivés avec ce qu'il fallait. Et alors donc, quand ils sont arrivés à la Croix de Romans, se faire accueillir par ça, c'était la première fois quand même. Alors ça a vraiment été un combat parce qu'ils sont passés par la gare. Ils ont investi la gare, ils ont investi par la tour, ils ont cerné, ils avaient fait la guerre, hein, ils ont cerné le secteur, et le hasard a fait que, étant les premiers, puisqu'on était les premiers, on a toujours été les derniers. Forcément. Et quand on a passé le pont de fer, on allait vite. Josephen, il était battu là, on battait le champ, on est passé en dernier, et puis on a été accueillis donc à la route de Montélimar par les camions, un gros camion qui avait été réquisitionné le matin, et on est parti sur Ésaü pour se planquer. Parce que là, maintenant, la ville est investie, parce qu'on croyait vraiment que toutes les villages et villes s'étaient révoltés. C'était pas vrai, Valence n'avait pas bougé, Cray a bougé, il y a un autre secteur qui a bougé aussi, mais les Allemands avaient largement de quoi se dire stop. Et alors là, ça a été un no man's land, Cray, très no man's land. C'était un endroit, les Allemands, nous on y était, ils nous ont emmenés, on ne se rencontrait pas jusqu'au 21 juillet, où alors là, ils ont mis le paquet. Le 21 juillet, c'est donc était l'attaque du Vercors. Et ils sont arrivés par toutes, ils sont allés au Vercors, au centre du Vercors, par toutes les voies pénétrantes du Vercors. Quand on est descendu d'Ésaü, alors là, à Ésaü, il y a eu un tri. Parce que tous les gars qui partaient de Cray, tous n'étaient pas connus, parce qu'il y avait un enthousiasme. C'était la levée en masse. Il y avait des gars, alors quand on est arrivé à Ésaü, il a fallu faire le tri. Il y avait des vieux, il y avait des infirmes, des gars qui avaient fait la guerre de 14, etc. Alors, on a trié là. C'est là où vraiment la compagnie est née. On est resté quelques jours là-haut, puis on est redescendu à Cray. À Cray, on était tout près dans le degré. Ça, les gens n'aimaient pas ça. On a fait des avions nous survolaient. Alors on a pris au mois de juin, vers la mi-juin, on est monté aux fermes qui avaient été repérées donc au-dessus de Saillant, au-dessus de Véronne et au-dessus de Vercheny. Là, ça a été notre camp, ça. Alors là, c'était vraiment la compagnie entière. C'était quand même plusieurs centaines de gens. Et alors là, on était armés complètement. Là, et puis on était en régime. Là, ils avaient nommé il y avait des grades, quoi. Il y avait des responsables. Officiers, sous-officiers. Et puis, les gars, alors là, les opérations étaient différentes, là. Ça commençait avec la guerre, quoi. Et oui, c'était quel type d'opération, justement? Ben, d'abord, beaucoup
le corps franc, beaucoup. Et puis l'opération d'aller chercher dans la vallée des Cendres, aller chercher du pain, aller chercher encore du pain, on avait remis des fours en route dans ces vieilles fermes. Mais enfin, il fallait circuler, il fallait faire la police, il fallait tout faire. Hein. Arrêter les gens, puis attendre les Allemands, s'ils venaient, ils sont venus 3 fois à Cré. C'est comme dans toute révolution, comme il s'est passé au Vietnam ou ailleurs. Ils partaient, on arrivait. Ils arrivaient, on s'en allait. C'est incontrôlable, ça. Mais on était plus qu'eux. Parce qu'il y avait la population qui était... La population avait peur. La population avait peur. La population elle avait peur, puis il y avait de quoi. Il y avait de quoi. Ils n'ont pas été très drôles quand ils sont venus. Et puis alors, le 25 juillet, là, ils sont vraiment... Alors là, ils venaient en représailles, hein. Mais alors là, vous faites allusion au Vercors, alors. Ah là, oui, on a fait... Les planeurs... Le 21 au soir, on a appris qu'ils étaient à Cré. Qu'il y avait des miliciens, des Allemands qui étaient au cimetière. Ponce a dit, fille, tu fais un commando immédiatement, on descend à Cré. On est descendu à Saillant, et à Saillant, il y avait le lieutenant-colonel de la Susse, qui se trouvait là par hasard à notre centrale. Quand il a vu, vous allez où? Ben, on va à Cré pour faire un commando. Ah, surtout pas. Il nous empêchait de descendre, heureusement, parce que lui savait ce qu'il y avait derrière, mais nous on ne savait pas. Et la bagarre a commencé le lendemain, ça c'était le 20 au soir, a commencé le 21, où ils ont attaqué, la première chose qu'ils ont faite, ils ont attaqué sur Oust, entre Oust et Blacon. Et là, il y avait la compagnie Chapoutin, qui était une ancienne compagnie à nous, mais il y avait trop de monde, alors on avait dédoublé. Et il y avait beaucoup d'Espagnols qui avaient fait la guerre d'Espagne. Alors ils savaient ce que c'était, hein. Alors ils ont fait sauter quelques chars allemands sur le pont, et il est évident que ça leur a donné Les Allemands ont dit cette fois-ci, on est dans le dur. Alors, l'autre côté de la Drôme, en rive gauche, il y avait une petite route. Maintenant, c'est la déviation. C'était une petite route qu'on appelait les Plantats. Alors, à partir de Blacon, puisque c'est au pont de Blacon, ils ont avancé comme ça. Alors, ils avançaient les Plantats, ils couvraient la 93, et vous comprenez ? Au fur et à mesure, oui, en crabe. Et ils sont arrivés comme ça, à Saillant. Nous étions prêts. C'est beaucoup dire, parce que les gars qui nous commandaient encore, je ne parle pas de pont, je parle au-dessus, hein, nous avaient fait mettre des rails dans les routes, etc., des conneries. On recommençait les mêmes conneries. Alors là où il y avait des rails dans les routes, les Allemands qui nous surveillaient par avion savaient qu'il y avait du dur là, hein. Alors ils n'y passaient pas. Alors ils sont arrivés par Saillant, par les Samarins. Vous savez où c'est les Samarins? Ils se sont mis en face du tunnel, parce que dans notre candeur naïve, nous pensions qu'ils allaient prendre la 93 et qu'on allait leur foutre sur la gueule des plastiques. Le plastique, quand ils passeraient sous le pont et partout, tu parles. Ils ne sont pas passés par le pont, ils sont venus par le côté, ils sont placés aux Samarins, et ils ont attaqué les avions, et puis ils ont attaqué le corps franc qui était sur le tunnel, toujours ce fameux corps franc, qui est aux endroits les plus dangereux. Et on a eu des morts là, alors qu'on n'avait même pas préparé le chemin de repli. Et les Allemands sont passés. Puis alors en plus de ça, ils sont passés par derrière, par le cimetière de Saillant, et on avait des hommes qui étaient face au pont d'Espinel. Ils les ont pris par derrière, ils ont été obligés de sauter, de foutre le peu dans la Drôme, de monter sur l'île dans la Drôme. Ça a été un massacre. Et puis, pas un massacre, mais ça a été très dur. Et de l'autre côté, ils sont arrivés par la montagne sur le village où on a le monument là. Bah justement, d'Espinel. Le village d'Espinel, oui, c'est ça. Ils ont incendié. Qu'ils ont brûlé. Ils ont brûlé Espinel. Ils ont brûlé, alors là, on a eu la vie dure à Saillant, parce qu'ils nous cherchaient. Hein.
Alors, voilà, et ils sont arrivés à Lille le lendemain, il devait y avoir un combat, parce que le plan de l'état-major, c'était qu'il devait y avoir, nous on les retenait le plus tard possible, on les a retenus très tard le soir, et ensuite il y avait plusieurs centaines de types, il paraît, À Pontet, il devait y avoir une résistance formidable. Oh, formidable. On vous annonçait un truc formidable. Et nous, normalement, on devait revenir sur les montagnes, les boîtes mitraillées par là, et eux, ils étaient arrêtés par... Ça n'a jamais eu lieu. Ils ont tous foutu le camp. Mais alors, j'ouvre une petite parenthèse, parce que je me souviens plus très bien dans cette chronologie, c'est pas très important d'ailleurs, quand est-ce qu'interviennent ces fameux massacres par les Mongols, qui au fond est une chose... Ah, mais c'est après. C'est après. Les Mongols suivent. Les Mongols suivent. Troupes de représailles. Mais alors, moi j'ai un truc que je trouve mystérieux, parce qu'au moment où les Mongols interviennent, en dehors du fait que ce sont des barbares, mais ils sont quand même pas idiots, ils savent qu'ils ont perdu quand même. Mais ils savent rien, c'est des primaires. C'est des primaires. En fait, ce sont des Russes qui ont été prisonniers. L'armée Mais c'est pas les Russes évolués, ni rien du tout. C'est des types qui viennent des steppes, ils ont le bonnet d'Astrakhan et ils sont là pour baiser, pour foutre le feu, c'est ça, et que ça. C'est des troupes de représailles. Pendant ce temps, à Vassieux, une autre tragédie se prépare. Vassieux est un immense plateau désolé situé à 1100 mètres d'altitude. À la demande du commandement allié, nous y avions préparé un terrain d'atterrissage qui aurait servi en cas de difficulté dans la bataille de France à y amener des troupes aéroportées et à établir une tête de pont à l'intérieur même du pays. Renseigné par des photos aériennes, ce fut le commandement ennemi qui utilisa cette possibilité. 80 planeurs partis de Nancy apparaissent un matin au-dessus de Vassieux. Alors, vous êtes en bas, vous n'êtes pas sur le plateau. Non, on est sur Saillant. Vous êtes sur... J'imagine que vous avez des échos, tout ça, on doit vous le dire. Écoutez, les échos sont mis là, vers... j'ai les heures, mais je ne m'en rappelle plus maintenant pas. Ben, c'est le matin. Le matin, on voit des avions avec des planeurs qui passent, on dit « Oh, les Merlots !» On croyait que que les Français ou les Américains allaient arriver. Le Vercors s'était fait pour ça, paraît-il. Pour ramasser des troupes. On voit, oh, on regarde un peu les Américains, oh, on était contents. Tiens, regarde. C'était les Croix Noires. C'était les Croix Noires, bien sûr. Alors, tu parles. Et on a su après, 1 heure ou 2 heures ou 3 heures ou 4 heures après, peu importe, qu'ils bombardaient. Bien sûr. Ils bombardaient Vassieux, et puis que Vassieux. Enfin, ils atterrissaient à Vassieux. Mais c'est une affaire manquée, complètement manquée. Parce que, où il ne fallait pas résister, enfin, il fallait se diluer dans l'espace, ou si on voulait le faire, il fallait veiller à ce que Pontet soit tenu. Mais c'était un massacre quand même. C'était quand même, ils auraient trinqué, mais c'était un massacre. Parce que nous n'avions pas l'armement quand même. On avait des mitrailleuses, on n'avait pas d'armes lourdes. Vous savez pourquoi? Ben si, la question a été débattue. On ne voulait pas armer les gens. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'on avait peur que ce que deviendrait cette résistance. La question a été débattue, redébattue, etc. Bon, par conséquent, nous n'avions pas les... Mais les mitrailleuses qui tapent, ça fait du mal aussi. Hein. On aurait pu tuer pas mal de monde. Mais il serait passé quand même. J'imagine qu'il y a une période, nous sommes vers la fin juillet 1944, et le 15 août 1944, il y a le débarquement du Sud. Alors, j'imagine que là, il y a une période un peu de flottement entre... Parce que là, excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes dans les perdants, là. On va jouer en 2 mots, c'est vite fait. Premièrement, Vachier est attaqué. Nous, le 22, on demande de la Suisse, nous demande d'envoyer pas une compagnie, mais d'envoyer les hommes au col de Marignac, au col de Fontpaillane, etc., etc. Autour de 10. Alors, on commence à se dire, eh bien, ça doit mal aller au Vercors pour... Nous, au Vercors, ça a été pareil. Ils n'étaient pas prêts. Et ça, vous avez lu les bouquins, quoi. On ne faisait pas la guerre comme on aurait dû la faire. On n'a pas fait la guerre du Vietnam, hein. Faut pas l'oublier, ça. Alors,
on a envoyé nos gars au col de Varignac, ils ont fait un truc, on a eu des morts là-haut, et puis ils ont vu tout ce qui s'est passé. Quand vous pensez qu'on a prétendu que les Dakota ne pouvaient pas atterrir, qu'ils devaient apporter des parachutistes, les Allemands ont fait atterrir des Junkers. Et mon voisin à côté, là, il avait 17 ans, il l'a vu, le Junker, comme je vous vois, qui a débarqué des armes lourdes. Merde, quoi, quand même. Alors on a été abandonnés, quoi, parce que si ils avaient fait ce qu'ils voulaient, les bruits qui ont couru, moi je ne suis pas état-major, hein, comme quoi on devait envoyer des parachutistes, etc., c'était différent quand même, hein, parce que nous on avait beau avoir envie de... mais on n'avait rien. Comparativement, on n'avait rien. Puis on n'était pas commandé comme on aurait dû être commandé. Il ne faut pas confondre un régiment de parachutistes avec 3 régiments de volontaires. C'est pas pareil. Deuxième débarquement, il nous sauve. Et c'est ça, justement. Deuxième débarquement nous sauve, et à ce moment-là, revient notre colonne du Vercors. Moi, les victimes, bien sûr. Et on redescend à Estrieux, où là, on se reforme. Et alors, on va descendre à Cré. On va être à une maison, enfin, on prend 2 camps ici à Cré, 2 grandes maisons. Et le 19 au soir, la première Jeep arrive. Ouh, ça n'a pas mis longtemps, parce qu'il débarque le 15. Mais je vais vous dire pourquoi. 4 jours. C'est parce que partout où il passe, par la route Napoléon, les résistanciers. Il y a une Jeep avec 2 ou 3 officiers français dedans. On lui dit, bon, on va pousser un peu. Comme on fait quand on va pousser un peu, rien. Il n'y avait rien sur leur route. Les gars qu'ils rencontrent, c'est les résistants. Les civils habillés avec un fusil et tout. Pas d'Allemands, pas d'Allemands. Et ils arrivent à Cré. Formidable. Moi, je suis à mon bureau, là. Et les gars, il y a des gars qui montent, ils disent, vous savez, il y a des gars qui sont là, je ne sais pas bien qui c'est. Je dis Américains, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je descends au portail, je vois ces jeeps, je n'avais jamais vu jeep, moi. Je vois ces types plus habillés en scout. Qu'eux, alors, ils avaient des batailles, c'est pas pareil. Et ils parlent français et tout, ben voilà, on vient par la route Napoléon, le dit. Oh putain, les Américains. J'ai immédiatement appelé Ponce, on les invités à bouffer et tout. Alors ils allaient voir et chercher le colonel de Lassus. Alors on les a envoyés au colonel Lassus, puis après ils se sont démerdés. Puis alors, quand les Américains sont commencés à arriver, je vais vous dire que c'était pas de la plaisanterie, hein. Il y en avait un paquet. Alors là, ça a tout changé. Alors, les Américains, alors là, on a attaqué effectif complet sur la Nationale 7. Parce que vous savez que la bataille de Montélimar, le pont de Livron, ça a été une des grandes batailles de la guerre. Les Américains en parlent comme d'une très grande bataille. Ça a été formidable, le pont de Livron. On attaquait, on faisait guérilla sur la Nationale 7. Alors là c'était déjà plus facile, parce qu'on avait des mitrailleuses, on avait des bazookas. C'était pas facile pour les Allemands, parce qu'ils remontaient par Montélimar et tout. Ils ont eu la crue de la Drôme qui les a gênés. Et puis en plus de ça, il y avait les Américains au cul, et surtout l'aviation. On est compte vers la route de Montélimar, ils déblayaient la route au bulldozer, hein, chevaux, bonhommes et tout. C'était affreux. Des kilomètres de voitures, de tout. Ils ont commencé par passer des routes secondaires. Alors là, on les a coincés là un peu vers Soult. Alors là, on a participé à des combats. Et puis après, on a fait l'attaque de Valence deux fois. Première fois, les Américains devaient venir, ils ont oublié de venir. Et la deuxième fois, ça a marché. Il y en avait moins, les Allemands ont commencé à foutre le camp. C'était la fin, hein, parce que quand on dit la 11e division blindée, la fin de la division blindée, parce que les Allemands savaient faire la guerre. Hein.